Bonjour à tous et merci de me recevoir. Attendez, on ne vous entend pas. Alors, ou vous voulez un micro à main ou vous... Non. Là, ça va aller? J'attendais que... C'est bon? On est en train de régler ça. Voilà. Je profitais justement qu'on mette en place la communication pour saluer la salle et saluer les organisateurs et les remercier d'inviter la FNMF pour s'exprimer, apporter son point de vue sur le PNNS. Alors, tout d'abord, pour justement voir comment, en tant que mouvement mutualiste, nous en sommes arrivés à travailler en étroite collaboration avec le PNNS, il est important de peut-être planter le décor en rappelant un peu le contexte de santé publique, justement autour des maladies chroniques qui sont en constante augmentation, y compris dans les pays occidentaux. L'année dernière, en septembre 2011, à l'ONU, l'OMS a pris la parole, la directrice de l'OMS, pour qualifier la situation des maladies chroniques comme une situation d'épidémie mondiale et la considérer carrément, j'ouvre les guillemets, comme une catastrophe pour la santé, pour la société et surtout pour les économies nationales, qui peut submerger même les nations les plus riches si les causes profondes de l'épidémie, qui sont principalement liées au mode de vie, ne sont pas abordées. Quelle est la situation en France ? En France, on estime que 15 millions de personnes, soit près de 20% de la population, sont atteintes de ces maladies chroniques métaboliques que je qualifierais de civilisationnelles. Elles sont de longue durée, comme dirait le professeur Badevant, évolutives, souvent associées à une invalidité et à la menace de complications graves. Les facteurs nutritionnels, comme ça vient d'être dit, sont un des déterminants. Les maladies, toutes ces maladies sont multifactorielles, mais la nutrition reste un des déterminants majeurs, comme va nous le montrer le docteur Chauliac de la DGS. Qu'en est-il du coût économique des affections de longue durée? Les chiffres de la CNAM, justement, pour 2008, montrent que 8,3 millions de personnes sont en affection de longue durée, ce qui représente 12% de nos assurés sociaux et qui représente 65% des dépenses d'assurance maladie. La croissance des dépenses de santé des personnes en ALD représente, selon donc la CNAM, les études de la CNAM, la quasi-totalité de la croissance des dépenses de l'assurance maladie, soit une augmentation de 4,2% par rapport à 2006. Et si on pointe justement les maladies qui causent problème de santé publique aujourd'hui dans notre pays, le diabète avec une croissance de plus de 8,2%, les tumeurs malignes plus 6,5%, les maladies cardiovasculaires plus 6,4%, et si on chiffre moyennement une ALD, c'est plus de 7 000 € par personne et par an. Des projections en 2015, 12 millions d'assurés seront en ALD, ce qui va représenter 70% des remboursements donc, du régime obligatoire, ce qui vraiment explique un peu pourquoi on est inquiet par rapport à cette solidarité que nous avons, qui est la sécurité sociale. Alors, concernant le PNNS et la mutualité française, comment nous en sommes arrivés justement à nous lier, à travailler en étroite collaboration? Donc, le dénominateur commun, c'est ce constat des maladies chroniques qui posent problème de santé publique. Le PNNS fait suite au rapport du Haut Comité de santé publique traitant des liens entre l'alimentation et
la survenue de certaines maladies métaboliques. Les principaux facteurs de risque nutritionnels modifiables, tels que le sel, comme ça vient d'être évoqué, l'alcool, l'excès de poids, la sédentarité, fruits et légumes, parce que en fait, il y a des facteurs favorisants et des facteurs délétères lorsqu'on aborde cette question de la nutrition. Eh bien, ils sont communs au déterminisme de la plupart de ces maladies chroniques. La mutualité française et les mutuelles sont de plus en plus préoccupées également par le coût économique et social de ces maladies chroniques en sensible progression et source d'inégalités sociales. Notre mouvement, qui est avant tout un mouvement social de solidarité, s'inquiète également, effectivement, que les plus faibles, les plus démunis d'entre nous soient effectivement atteints plus que les autres qui sont de conditions sociales au-dessus. La lutte contre les maladies chroniques fait partie de la stratégie donc de la mutualité française. Dès 2001, dès le premier PNNS, nous nous sommes impliqués, vous allez voir de quelle manière. Au congrès de Bordeaux de 2009, nous avons considéré les maladies chroniques comme une priorité. Donc, il y a eu un portage politique sur les maladies chroniques. Nous avons inscrit dans les orientations stratégiques de prévention et de promotion de la santé le thème des maladies chroniques. Et au congrès de Nice, ça a été aussi rappelé de renforcer la prévention, notamment autour de ces maladies. Comment se fait l'implication de la mutualité française dans le PNNS? Elle se fait à deux niveaux. Au niveau national, par notre participation depuis l'origine au comité stratégique, au comité de pilotage et de suivi respectif du PNNS 1, PNNS 2, PNNS 3 et plan obésité, le plan présidentiel. En quoi consistent ces comités? Ce sont des comités de concertation, ce sont des comités de validation d'outils qui sont créés par la DGS, par l'INPES, mais aussi en lien avec notre réseau de prévention et promotion de la santé. Je vais vous donner quelques exemples. Et également, nous sommes force de proposition. Nous avons également contribué aux groupes nationaux de travail, au PNNS, comme le groupe Glucides, par mandat 2005-2006, qui était piloté justement par la Direction générale de l'alimentation. En 2007-2008, on a également de la même façon participé au groupe sur les lipides. Et là, cette année, d'ailleurs, en décembre, la DGAL va rendre son rapport au ministre sur le groupe sur le sel. Donc, en y apportant, la mutualité y apporte son expertise. Nous avons également contribué au PNNS en renforçant trois de ses axes principaux. L'axe 1, qui est celui de réduire justement par des actions spécifiques les inégalités sociales dans le champ de la nutrition, au sein d'actions générales de prévention par la création d'outils. Quelques exemples. Nous avons créé des outils pour le grand public au travers de la collection de la mutualité française qui s'appelle les Flash Santé. En lien avec la CLCV qui, je sais, est probablement dans la salle, on a également fait des outils qui sont les 9 fiches nutrition qui ont obtenu le logo du PNNS en 2007. Nous avons également renforcé par des actions l'axe 2 qui est de développer l'activité physique et sportive et limiter la sédentarité. Là, je cite en fait l'axe du PNNS sur notamment la mesure 1, promouvoir, développer, augmenter le niveau d'activité quotidienne pour tous en direction des jeunes des collèges.
En effet, la Mutualité française a créé le programme Bouge que nous avons lancé en 2008 sur une phase d'expérimentation. Le programme Bouge, une priorité pour ta santé, qu'on a mis en place avec l'Union nationale du sport scolaire. Puis par la suite, ce programme a été inscrit carrément dans le programme scolaire des collèges et on a après une évaluation sur 4 régions, on a décidé donc de son déploiement depuis 2010 et actuellement il est déployé dans 23 régions et le programme Bouge fait partie des programmes scolaires des 6e, 5e dans 249 collèges. C'est les chiffres que nous avons au 30 juin 2012. On a également contribué activement sur l'axe transversal du PNNS, l'axe qui regroupe à la fois la formation, l'évaluation et la recherche. Quelques exemples pour illustrer cela. L'éducation nutritionnelle des jeunes et information des enseignants, ça c'était un axe 1 du PNNS 1 et dès justement 2003, nous avons créé aussi un outil pédagogique, 2004, c'est la mallette nutrition qui a également eu en 2005 et 2006 le logo du PNNS. C'est en fait une mallette sous forme de classeur avec 2 volets, un volet destiné aux enseignants. L'objectif de ce volet, c'était apporter une information scientifiquement validée, parce que dans la cacophonie des informations nutritionnelles entre les gourous, la télévision qui ciblait à l'époque les plages horaires des enfants, etc. Et il y avait également une très forte demande au niveau des enseignants qui nous étaient revenus par la MGEN et à la FNMF, on s'est dit qu'il était important de créer cet outil-là. Par la suite, effectivement, l'INPES a créé un autre outil qui est Fourchette et Basket. On a également formé nos coordinateurs dans nos unions régionales, qui sont des coordinateurs prévention, promotion de la santé, aux objectifs du PNNS 2, qui était en fait un renforcement des objectifs du PNNS 1. Nous avons également activement participé à la formation des professionnels relais, avec d'ailleurs Michel Choliac, sur précarité et nutrition, qui avait été mise en place par la DGS et le CNAM en 2006. Présentation également du programme Bouge au comité de pilotage du PNNS 2 et également des GRSP qui sont aujourd'hui remplacés par les ARS, c'était en 2009. Et nous avons également mené des actions de sensibilisation auprès des salariés de la fédération de la FNMF sur cancer et nutrition en 2011. C'est pour vous dire un petit peu la variété des actions au niveau national que nous pouvons mener sur les questions de formation. Sur la question de l'évaluation, nous avons commandé pour le compte du PNNS une évaluation externe des 80 programmes nutrition qui ont été menés de 2001 à 2005 par le réseau Prévention Promotion de la Santé de la Mutualité. C'est une évaluation externe que l'on a confié à l'Institut Renaudot, qui est un institut de prévention et de promotion de la santé, et spécialement promotion de la santé communautaire. Nous avons également participé à l'évaluation du programme national nutrition santé dans sa deuxième phase. On a été également auditionné par l'IGAS sur les objectifs du programme national nutrition dans sa phase 3. Voilà. En matière de recherche, nous avons réalisé via le réseau environnement santé un
état des lieux des publications sur les liens entre environnement chimique, obésité et diabète. Ce programme s'appelle, cet état des lieux s'appelle ECODE donc, et nous comptons en faire une présentation sous forme de colloque en avril 2013 que l'on va organiser conjointement donc avec le réseau Environnement Santé et auquel vont participer des fondateurs du PNNS comme Monsieur Serge Herberg, comme Monsieur Badevant et d'autres. Au niveau régional, nous avons décliné les objectifs du PNNS dans les actions définies et mises en œuvre par nos unions régionales. L'ensemble des actions de nutrition du réseau prévention répondent au principe général du PNNS, que je rappelle ici. La population doit bénéficier d'actions concrètes et visibles permettant, en améliorant l'état nutritionnel, de réduire le risque de maladie et d'optimiser l'état de santé, la qualité de vie à tous les âges de la vie. Ces différentes actions de nutrition sont accompagnées, voire même organisées par nos propres services prévention, promotion de la santé dans chacune de nos régions, dans nos unions régionales, très souvent d'ailleurs en lien avec vous, avec les mutuelles et les unions territoriales, selon une approche de promotion de la santé globale, favorisant le développement de partenariats, aussi bien dans le champ médical, dans le champ médico-social, social et éducatif. Quelques exemples pour illustrer ces propos et bien montrer qu'on est vraiment sur les axes du PNNS. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées et même évaluées, puisque dans l'évaluation faite par l'Institut Renaudot, on retrouve vraiment ces axes-là: le dépistage et la lutte contre l'obésité, contre le surpoids chez l'enfant, la promotion d'une alimentation équilibrée et ou moins riche en cholestérol, en sucre, sel, etc. La promotion de l'activité physique, la promotion de la consommation de fruits et de légumes, la prévention de la dénutrition chez les personnes âgées et ou son dépistage. Et puis nous avons également mené au travers de pratiquement tout le territoire dans le cadre du programme Parcours Santé Mutualiste, des conférences santé à l'attention des mutuelles, dans le but effectivement de développer une information scientifiquement validée sur la nutrition de notre propre public, du grand public, notamment par exemple en Lorraine, en PACA, en Île-de-France, en Midi-Pyrénées aussi, voilà. Le financement est une réalité. Les mutuelles, via le Fonds national de prévention, financent les actions de prévention nutritionnelle mises en place par nos unions régionales à hauteur de 49%. Le reste des financements est apporté dans le cadre de partenariats des projets par l'État, bien entendu, à travers les services déconcentrés, les DRAS, DAS, puis par le Fonds d'intervention régional, le FIR, créé en 2012 par les ARS. Un partenariat en santé publique, donc pour conclure, pour nous résumer, qu'est-ce que la mutualité a apporté au PNNS? Un partenariat en santé publique au niveau national, avec un mouvement social rassembleur et solidaire sur l'ensemble du territoire, une expertise, des structures médicales et médico-sociales, nos centres de santé, nos EHPAD, nos crèches mutualistes, des outils de communication, la presse mutualiste, et puis je tiens également à dire qu'on a relayé Nutrinet, cette grande étude qui concerne 500 000 internautes, mais je pense que Michel va en parler. Nous l'avons également relayé en 2009 sur le site de la mutualité de la FNMF, notre réseau d'experts en prévention et promotion de la santé, puis bien entendu la participation financière dont je viens de vous parler, et des projets innovants qui sont vraiment venus renforcer, je dis bien le mot renforcer comme le programme Bouge, les axes du PNNS. Qu'est-ce que le PNNS a apporté à la mutualité française ? Un programme de santé publique, un vrai, avec des axes stratégiques, des principes, des objectifs et des repères sur la nutrition, des outils,
d'excellente qualité qui sont mis à disposition, des financements pérennes. Et là, pour ouvrir le débat avec vous, si vous permettez, j'ai pointé quelques pistes et recommandations qui seraient quels sont les axes d'intervention possibles et quels bénéfices potentiels pour les mutuelles à mettre en débat avec vous. Déjà au niveau de l'information, de la sensibilisation, de la réalisation d'outils, je crois que et on en a vu le retour parce qu'il y a quand même une certaine reconnaissance des outils mutualistes et des formations que nous menons. Donc c'est donner de la visibilité, de la valorisation de notre image, une reconnaissance également de notre rôle d'acteur de santé publique, la différenciation entre nos mutuelles qui ne sont pas à but lucratif et puis notre concurrence, et puis des liens privilégiés avec nos adhérents quand on sait quand même qu'on s'adresse à 38 millions d'adhérents. En matière d'éducation à la santé, justement, c'est très important. On ne peut pas comme ça modifier les comportements des gens, surtout quand on est assailli de publicité et que aujourd'hui dans les familles c'est la télévision qui est chef de famille quelque part, voilà, et pour les personnes qui sont justement de conditions socio-économiques défavorisées, malheureusement l'éducation est faite au travers, et notamment des enfants, concernant les enfants, au travers de la télévision. Et donc c'est important que nous, mouvement mutualiste, on apporte notre expertise justement d'éducateur à la santé. Moi, il y a quelques années de ça, j'ai fait une étude auprès du réseau justement qui se positionne dans plus de 70% comme un éducateur à la santé. Donc c'est très important et toujours donc pour les mêmes raisons que je ne vais pas redire, c'est notre visibilité, notre différence, etc. Mais aussi et à la longue pour faire des bénéfices. Pas seulement pour faire des bénéfices parce qu'on a envie de faire des bénéfices, mais bien pour garder notre système de solidarité et vraiment permettre un accès aux soins et à la santé globale qui soit égal pour tous. Et ça, c'est un souci qui est surtout important. Et si effectivement nous n'avons pas les financements on ne pourra pas continuer dans ce système de solidarité. Investir également dans l'éducation thérapeutique du patient, parce qu'effectivement, malheureusement, oui, en amont de la maladie, il y a la prévention primaire, il y a la promotion de la santé, il y a la promotion de la santé participative, mais lorsque l'on voit que on a quand même là les derniers chiffres au BPI de 2012 parlent de quand même 14% de la population qui est en surpoids avec toutes les conséquences de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc., qu'il y a en lien avec cette maladie qui est l'obésité, eh bien, effectivement, il va falloir aussi faire de l'éducation thérapeutique et voire même de l'accompagnement une fois qu'on est sorti de la structure, de telle sorte à ce que le patient vive comme tout le monde et puis s'approprie, devienne acteur de sa santé. Il est important aussi de travailler sur ce créneau d'éducation thérapeutique et également la réalisation d'outils pédagogiques, toujours dans l'objectif effectivement de responsabilisation de nos adhérents, de réduire les coûts de maladies chroniques, de créer des liens privilégiés avec nos adhérents, mais aussi parce que nos structures sont ouvertes également, nos centres de santé, etc., au grand public, voilà, et créer de nouvelles offres, de nouvelles garanties. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci, docteur. Je vous en prie, madame.
Voilà, bonjour Madame Véronique de Saint-Front, nutritionniste. Je remercie beaucoup la Mutualité française pour son action parce que grâce à la Mutualité française, j'ai pu faire des interventions auprès de crèches de la Mutuelle sur des soirées alimentation santé pour les enfants, pour les parents de très jeunes enfants. Et c'est vrai que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Mais je voulais savoir, on a souvent la réflexion de parents qui nous disent oui, mais les fruits et les légumes, c'est un peu cher, etc. Et moi, je trouve qu'on devrait aussi les informer un peu sur le gaspillage, pour les aider à mieux s'organiser, pour qu'il y ait moins de gaspillage alimentaire à la maison et que du coup, dans le budget alimentaire, on puisse mettre un petit peu plus d'argent dans les fruits et dans les légumes. Et est-ce que, voilà, alors moi je prépare une formation dans ce domaine-là, mais c'est dans la région de Toulouse. Est-ce que vous pouvez aussi peut-être ajouter à vos innombrables actions cet axe-là, sensibiliser les personnes au gaspillage alimentaire, parce qu'il y a vraiment des économies à faire qui peuvent être ensuite traduites par plus d'achats d'aliments, peut-être style fruits et légumes. Je vous rejoins complètement, je vous remercie de ce commentaire qu'on ne peut qu'apprécier, parce que la nourriture, au-delà de ça, ne doit pas être gaspillée quand on voit la famine qui existe dans le monde, et quand on voit même dans notre pays aujourd'hui le seuil de pauvreté qui représente quand même 10% de la population française. C'est vrai qu'il faut... moi, je mets tout ça dans le volet éducation. On doit aborder cette question-là, ne pas gaspiller la nourriture, savoir manger pour bien vivre, etc. Madame, donc vous sortez le micro qui est dans votre accoudoir, vous appuyez sur le petit bouton. Normalement, j'en ai pas besoin. Non, mais c'est parce que c'est enregistré, c'est pour ça. Oui, alors moi, je voulais intervenir justement sur les fruits et légumes, sur la qualité. Parce que vous allez dans un magasin lambda, je n'ai pas cité de nom, les bananes, elles n'ont pas de goût, ou elles sont vertes, ou elles sont... limite marron. Les tomates, à 1,50 €, elles n'ont pas de goût, c'est insipide. Pour avoir un produit de qualité, il faut aller à des prix beaucoup plus importants. Donc voilà, c'est aussi une question d'éducation. Qui va dans les magasins, c'est pas d'ailleurs dans les low cost, enfin les magasins qu'on trouve les produits les moins bons, j'ai pas dit ça. Mais justement, c'est la situation sociale des familles qui fait que non seulement elles sont confrontées au prix des aliments et à la qualité qu'on leur propose. Sur les plats préparés, c'est pareil. Si vous achetez un plat préparé de temps en temps, c'est pas mauvais pour la santé. Si vous en achetez beaucoup, des pas chers, et voilà, c'est la même chose. Donc je pense qu'il y a aussi la qualité, et notamment sur les fruits et légumes, parce qu'on nous bassine 5 fruits et légumes par jour. Si vous achetez une tomate, une banane, le concombre, ça va à peu près, mais et que ça n'a pas de goût, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc aussi, je pense que c'est dans la qualité des produits qu'on propose à l'ensemble de la population qui fait qu'on va bien ou mal manger. Voilà, c'était mon intervention. S'il vous plaît. Merci. Madame. Agnès Natier, diététicienne nutritionniste pour la FTN. J'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que ces aliments que l'on propose n'ont pas toujours beaucoup de goût, mais justement, n'y aurait-il pas intérêt à faire des ateliers, organiser des choses autour de la saisonnalité, l'utilisation des denrées dans la bonne saison pour qu'il y ait cette valeur gustative, à avoir une palatabilité, comme l'évoquait à juste titre le professeur Le Cerf tout à l'heure, c'est très important. Et cette population, qu'elle soit, et d'autant plus d'un niveau socio-économique bas, a ses besoins. Moi-même, j'ai déjà fait des interventions justement pour ces catégories. Il faut les apprendre à cuisiner et à sélectionner leurs aliments, justement, à bon escient. Et ça, c'est très important. Je crois qu'on a un gros travail à faire à ce niveau-là. C'est superbe ce que vous pouvez financer et faire au niveau des ateliers. Moi-même, j'ai fait des ateliers pour les enfants dans le cadre de Bouge. Mais c'est très important. On a encore beaucoup à faire à ce niveau. Voilà ce que j'avais à faire comme remarque. Merci en tout cas pour votre... On va laisser la parole à madame.
Bonjour, Nathalie Feuillat, je suis diététicienne nutritionniste à la Mutualité Française Centre. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. On est justement sur des actions où on est sur le terrain, on se rend bien compte que le côté théorique alimentation santé ne peut pas passer auprès des messages vraiment nutritionnels, et que pour accompagner les gens sur un changement ou une évolution de leur comportement alimentaire, il faut aller plus loin dans nos réflexions. Et c'est ce qu'on fait, puisque par exemple avec des personnes âgées, on met en place des ateliers de dégustation santé terroir, où on met en avant leur patrimoine alimentaire, on travaille sur leur identité alimentaire. C'est-à-dire qu'on a été beaucoup plus loin que cette approche santé sur l'aliment. On a aussi été appréhender toutes les dimensions sociologiques, anthropologiques qu'il pouvait y avoir aussi sur l'alimentation. Et on s'est servi de la phrase de Claude Lévi-Strauss qui dit que il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il ait du sens. Donc on travaille sur le sens des aliments. Et c'est vrai que quand on est une personne âgée, que on est en perte d'autonomie sur ses activités du quotidien, à son domicile, et qu'on laisse une autre personne se substituer sur des actions qui sont aussi importantes comme celles de ses choix alimentaires, on est obligé de mettre en place des outils de dialogue, d'échange, de compréhension pour que ces personnes puissent faire valoir leurs choix alimentaires. Donc on travaille sur toutes ces notions-là, qui sont finalement du très concret, mais qui permet de faire porter sans faire jeu de mots, ces fruits entre, d'une part, tout le travail très important que les scientifiques, épidémiologistes peuvent faire, et puis, au bout d'un moment, ce à quoi on veut arriver, c'est-à-dire une évolution sur le terrain et des comportements favorables pour la santé des gens. Il est très dur d'aller porter la bonne parole auprès des personnes sans que celles-ci se sentent atteintes auprès de choses très intimes, puisqu'en fait leur alimentation c'est toujours un lien avec leur affectif. Donc voilà, on est obligé de travailler sur l'identité alimentaire et d'aller sur des choses beaucoup plus intimes sur la vie des gens. Et est-ce que ce sont, madame, des personnes qui regardent tous ces programmes télé qui font une place nouvelle à la préparation des mets et les concours du genre Masterchef que nous avons sur les... Alors, nos seniors sont effectivement beaucoup plus à l'écoute de leur environnement que parfois certains adolescents ou certains jeunes adultes. Et en fait, aujourd'hui, reflet de tout ça. Ils sont le reflet à la fois de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, mais ils portent notre patrimoine gastronomique qu'ils transmettent. En fait, c'est eux qui sont vecteurs de ce patrimoine gastronomique, et c'est eux qui, justement, à l'intérieur du cercle familial, sont encore le garant justement de ce patrimoine et de cet équilibre alimentaire. Donc ils ont un rôle très important, on les valorise dans ça, mais ils sont tout à fait à l'écoute aussi de ce qui peut être découverte, innovation alimentaire. Voilà, aujourd'hui leur panel, ce qu'on appelle l'identité alimentaire, il peut être aussi bien tourné vers la découverte, vers la tradition, vers le rapide et pratique, vers la santé, c'est vraiment tout ça. Voilà. Merci. Deux interventions encore, monsieur et madame. Merci. Oui, bonjour, Sébastien Goudin, je suis chargé de projet de nutrition à l'association départementale d'éducation pour la santé du Rhône. J'avais une question, vous disiez que c'était important de créer des outils pédagogiques ou des outils de communication qui, moi je trouve personnellement, sont de qualité aussi dans le programme Bouge une priorité pour ta santé ou l'exposition de la Massif qu'on a pu voir à l'entrée. Mais j'ai une question complémentaire, c'est-à-dire qu'en est-il de la diffusion de ces outils ? Nous, par exemple, sur la région Rhône-Alpes, le programme Bouge une priorité pour ta santé n'a pas été mis en place dans les collèges. J'ai beaucoup de demandes sur l'activité physique et je ne peux pas utiliser l'outil parce qu'il est utilisé uniquement par la Mutualité française. Donc est-ce que vous avez prévu de diffuser vos très beaux outils ? Normalement, cet outil est fait pour qu'on travaille avec au sein même de l'éducation nationale.
Et si vous intervenez dans un collège, je vois pas pourquoi vous ne pourrez pas travailler en utilisant le programme Bouge. Mais bien entendu, dans le cadre même, en fait, de partenariat, je dirais, avec l'éducation nationale et du NSS. La puissante mutualité du Rhône refuse de vous donner ces... C'est Rhône-Alpes maintenant, c'est plus Rhône, oui. Mais oui, le programme était enfin, c'est pas que pour moi, c'est aussi, par exemple, quand j'ai un collège qui veut monter un projet avec une infirmière scolaire motivée qui a réussi à mobiliser un enseignant de l'éducation physique et sportive, je peux pas leur donner l'outil. Je leur donne le contact de la mutualité française qui dit, derrière, nous, on met plus ce projet-là en place. Bon, Madame Cartou va vous débloquer tout ça, vous inquiétez pas. Écoutez, j'en prends bonne note. Voilà. Ma réflexion n'était pas que pour ça, mais moi je trouve que c'est important que l'outil soit diffusé aussi. Pas que réalisé, mais aussi diffusé. Oui, écoutez, d'ailleurs, il a été évalué par un évaluateur externe, et c'est dans l'objectif d'avoir aussi ce type de remarques. Vous savez, un outil évolue. Voilà, nous on l'a conçu dans un cadre, il peut tout à fait évoluer. Et on attend justement le retour de Semka Eval, qui est l'évaluateur du programme Bouge. Nous sommes conscients qu'il y a une demande et il faut une évolution de nos outils, c'est clair. Madame. Alors, moi, je suis Elisabeth de Rambure, je travaille au Conseil général de Seine-Saint-Denis, au bureau de la restauration et de l'éducation au goût, avec ma collègue Hélène Boutier, qui est à côté de moi et qui est diététicienne et qui est embauchée simplement... Attendez, redites-nous au bureau de la... Parce que vous parlez très vite. Au bureau, c'est intéressant la dénomination, mais ça a peut-être échappé à un certain nombre de personnes. Au bureau du Conseil général de... On travaille en Seine-Saint-Denis au bureau de la restauration et de l'éducation au goût. Un titre bien flambant, mais qu'on a essayé de faire vivre au jeu des collèges en juin 2012, où on avait 3000 gamins, et on s'est mis le défi de leur faire goûter les fruits et les légumes de saison. Donc on avait salé du céleri en passant par les tomates, les carottes, les concombres... les pommes, les oranges, non pas les oranges, on n'en avait pas, les fraises, les cerises. Donc les enfants de Seine-Saint-Denis n'ont pas toujours l'habitude de... Tous les enfants, mais on a été surpris, on a été agréablement surpris parce que même les petites tomates qu'on avait mis sur les... On avait fait des petites brochettes et tout, les enfants ont vraiment accroché aux fruits. On a quand même 280 kilos de fruits, 3000 gamins toute la journée. Et non seulement, en plus de cet atelier découverte par le goût, parce que c'est vraiment concrétisé, c'était fait entre les activités sportives, on a fait un atelier avec des cuisiniers des collèges pour faire découvrir aux enfants la provenance des fruits. Donc on avait, avec les moyens du bord, on avait fait une carte de France et on avait fait des petits plots et en fonction des fruits, on leur faisait... Nous, on est vraiment enchantés de la prise de conscience des enfants. Tous les fruits et légumes, tout ça, tous les enfants les connaissent. Mais là, de les voir... Il n'y avait pas de coca, il n'y avait rien. C'était pas ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Et nous, ça nous a vraiment... insisté, on a récidivé depuis, puisque mais il faut, puisqu'à la journée du patrimoine qu'il y a eu chez nous, de la biodiversité, là on a fait des jus de fruits. On a investi dans une centrifugeuse et on a fait les jus de fruits. Mais on a fait les jus de fruits, c'est les enfants qui décidaient de ce qu'on allait mettre dans la centrifugeuse. Et après, en inverse, c'est nous qui décidions et on les faisait découvrir les fruits. Franchement, moi ma collègue c'est pareil, on est enchantés. Parce qu'on ne s'attendait pas à un tel... on s'est dit, ils vont bouder nos fruits. Et tout le monde nous attendait parce que tout le monde pensait qu'on allait revenir avec nos fruits. On est revenu avec quoi? Les pommes, c'est tout. Sinon, tout est parti. Moi, on a été surpris. Il y a des gamins qui devaient découvrir le melon. On en a un, on l'avait repéré, on a mangé au moins une dizaine de tranches. Franchement, c'est des expériences... on va récidiver, nous, on ne sait pas. On espère qu'on aura les moyens, les budgets, mais on récidivera pour arriver à amener peut-être la pratique des fruits frais dans les restaurants scolaires, amener des choses plus... Merci. Si M. Chauliac le permet, encore la parole à une personne. Et puis oui, je voulais juste rebondir en disant qu'en fait,
c'est possible de s'inscrire en autonomie pour Bouge. C'est-à-dire qu'en fait, le collège va tout simplement sur le site de Bouge, il s'inscrit en tant que collège en autonomie, c'est-à-dire qu'il va utiliser les outils, il pourra réfléchir de façon autonome au sein du collège au niveau de ce qu'on appelle la communauté éducative du collège, et éventuellement, ils auront la possibilité ensuite de contacter la Mutualité Française Centre, la FNMF, pour justement expliquer ce qu'ils ont mis en place. Donc il faut juste qu'ils aillent sur le site Bouge. Merci madame. Merci madame Cartou. Merci. Monsieur Chauliac, je dois dire que vieux journaliste maintenant